גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, גולני. Bonjour à tous et bienvenue sur studiocalita.com dans l'émission Tsahal Connexion. Ne pensez pas, chers auditeurs, que nous avons une préférence ici pour l'unité Golani, puisque vous entendez la chanson Golani Shelly en fond. J'ai l'honneur de recevoir Raphaël Madar pour la 9e émission déjà. Ça file et ça court. Ça file, c'est toujours un plaisir d'être ici. Mais un plaisir aussi pour nous également. Tout va bien ? Tout va bien, tout va bien. Alors, on va bien s'accrocher. Alors, suivez-nous bien, puisque maintenant, on va parler de la structure de l'armée. On sait, c'est une grande fourmilière, l'armée, mais pourtant, qui a une grande structure, un organigramme assez précis. On parle de 3 corps, l'armée de terre, l'armée de mer, l'armée de l'air. Donc, on va rentrer un peu plus dans les détails avec toi, Raphaël, et on va commencer par quoi ? Je te laisse le choix, l'embarras du choix. En fait, je vais même te corriger, parce que les armées du monde entier, c'est fait comme ça, c'est-à-dire en différencié en 3 corps, comme l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air. En Israël, c'est fait différemment. On aime bien faire tout un peu différemment, être assez originaux ici. La première chose qu'il y a, c'est qu'on a ce qu'on appelle les pikoudim, donc c'est-à-dire les commandements de région. Pikoud Safon, Pikoud Merkaz, commandement du nord, du sud, du centre et du front intérieur, qu'on en reviendra par la suite. Ensuite, on a ce qu'on appelle la deuxième branche, on va dire, de l'armée, c'est ce qu'on appelle les Zroot. Les Zroot, là, c'est vraiment c'est comme tout, on va dire, dispositif de toute armée. Donc, marine, armée de l'air, armée de terre, et une nouvelle branche qui a été ouverte dedans, qui s'appelle cyberarmée. Il y a beaucoup de personnes au final dedans. La troisième partie, c'est ce qu'on appelle les agafim. L'agafim, c'est là où, et j'en reviendrai aussi par la suite, c'est là où il y a les 70% des personnes qui sont non combattants sont dans les agafim. Donc c'est ce qu'on appelle des branches ou des corps plutôt. Donc il y a Agaf Modin, renseignement, Agaf Miftaim, des opérations, Agaf Technologia et Logistica. Donc c'est une branche de logistique et technologique. Au final, c'est vraiment l'armée, elle est séparée comme ça de cette structure. Elle marche par cette structure-là. Ça, elle marche grâce à cette structure-là. Mais ça ne veut pas dire que les gens ils sont juste par exemple dans un agaf, dans une branche, mais derrière ils ne sont pas dans l'armée de terre. Pas du tout. Les 3 en fait sont tout le temps reliés. On peut être, par exemple, si on prend le cas classique de quelqu'un de Givati ou de Golani. Golani, ils sont au Pico d'Atzafon. Ils sont reliés au Pico de Safon. Mais en vrai, ils sont aussi reliés à l'armée de terre. Mais en vrai, ils sont aussi affectés avec des unités des Modines ou avec d'autres unités des différentes branches. D'accord, c'est un peu mélangé. Ça veut dire, mais les gens, à chaque fois que j'explique ça, les gens ils disent, mais en fait, il n'y a aucun ordre dans cette armée, c'est illogique, etc. Non, au final, c'est pour dire que c'est intéressant, mais moi, je préfère présenter les choses qu'on a tous besoin l'un de l'autre. C'est-à-dire, à l'armée, on a besoin des différents soldats qui vont nous entourer. Il n'y a pas juste les combattants, il n'y a pas juste les gens qui vont être dans les bureaux. C'est tous ensemble, parce que si une personne n'est pas présente, derrière, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est tout un système qui peut défailler, qui peut dériver. Donc, c'est assez problématique. Ensuite, maintenant, on va rentrer dans le vif des sujets. Les jeunes, à chaque fois, ils viennent, ils me disent qu'est-ce que je peux faire comme unité, qu'est-ce que je ne peux pas faire comme unité, etc. Pour revenir très brièvement, les unités qu'on peut faire, surtout si on va être combattant ou pas combattant, ça va dépendre du profil. Un garçon en théorie qui a un profil qui est combattant, c'est-à-dire qui va aller de 97 à 72, il va recevoir une convocation pour aller dans une unité combattante. Automatiquement. Si par la suite, lui, il ne souhaite pas aller dans une unité combattante, alors il doit faire une demande en expliquant pourquoi. Il peut dire, par exemple, beaucoup de personnes disent qu'ils ne veulent pas, par exemple, toucher aux armes. Parce qu'il y a des personnes qui reçoivent automatiquement pas de convocation parce que, par exemple, un des frères, malheureusement, il a été tué pendant une guerre. Ou même un des parents. Ou il est enfant unique. Par exemple. Ces gens-là ne sont pas obligés de servir en tant que combattants. Mais en général, les autres personnes vont recevoir une convocation qui est possible les gens ne sont pas obligés d'être combattants, mais ils vont la recevoir automatiquement par rapport au profil. C'est-à-dire l'armée ne va pas vérifier, c'est informatisé, profil combattant. Ouais. Mais c'est bizarre parce qu'on peut recevoir un profil haut, mais finalement avoir au niveau psychologique avoir une sorte de faiblesse ou de... C'est pour ça qu'il n'y a pas que le profil médical qui va être pris en compte. Il y a aussi le CABA qui va être pris en compte. Quelqu'un qui a un CABA qui est jugé le plus élevé, 41 par exemple, le plus faible, pardon, et il a 97 de profil,
toute façon, quelqu'un qui a 41 de Kaba, il est directement dispensé de l'armée. Il va voir le psychologue, il va essayer de comprendre pourquoi il a eu ça. Et derrière, il va obtenir ce qu'on appelle un profil 21 ou pas. C'est le profil c'est combien le Kaba? C'est de 41 à 56. C'est-à-dire que 41, c'est le plus faible, c'est exempté. Quelqu'un qui a un profil 41, il obtient par la suite, en général, un profil 21. Profil 21, c'est profil médical dispensé de l'armée. Maintenant, voilà, ça, c'est des détails en soi. Donc, les gens, en général, vont recevoir, les garçons surtout, je parlais, parce que les filles ne sont pas, comme on l'avait dit, on va le dire dans une autre émission, que les filles ne sont pas obligées de servir en tant que combattants. Donc, pour ceux qui le souhaitent, elles peuvent rallonger leur service et effectuer un service de 2 ans et 8 mois, et dans ce cas-là, servir dans les unités combattantes, mais elles ne sont pas obligées. Maintenant, si on rentre dans le concret, c'est quoi les unités combattantes? C'est quoi les unités que tout le monde parle? Alors d'abord, si on va dans l'armée de terre, il y a les unités d'infanterie. Est-ce que juste avant de rentrer dans les détails, tu parlais qu'il y a une grande condition pour qu'une personne puisse... Enfin, les unités, elles dépendent du profil, mais elles peuvent aussi dépendre de la durée du service militaire. Puisque la plupart des jeunes francophones qui viennent s'engagent pour Mahal en tant que volontaire, donc pour 18 mois, et on ne peut certainement pas accéder à toutes les unités. Est-ce que je me trompe? On ne peut pas accéder à toutes les unités. Certaines unités peuvent y avoir accès s'ils décident de signer plus. Je vais en arriver quand on va parler des unités d'infanterie, parce que c'est surtout celles-là qui concernent les gens qui font Mahal. Mais d'autres, ils ne sont pas du tout accessibles. Et je vais parler par la suite dans les Zouad, parce que ça concerne surtout les unités des renseignements et les unités qui touchent à ce qu'on appelle le Sivuk Bitroni. C'était pour les précisions. Exactement. Alors, maintenant concrètement, dans l'armée de terre, il y a les unités combattantes d'infanterie classiques que tout le monde connaît. Golani, la première, la plus connue, les parachutistes Tantranim, Givati, Kfir et Nahal. Les différences entre toutes ces unités-là, il n'y en a aucune. Alors oui, chacun va essayer de vendre son unité en train de dire voilà, notre unité elle est meilleure, etc. C'est l'histoire, chacun a une histoire différente. Exactement, chacun a une histoire différente, un béret différent. Tantranim, ils ont même Tantranim, les parachutistes ont même une robe, j'ai envie de dire, différente. Mais concrètement, il n'y a pas de différence au niveau de la formation. La seule différence qu'il va y avoir au niveau des conditions d'accès, c'est que les parachutistes, ils demandent un test, donc un guibouche, de une journée en général, pour y accéder. Mais ça changerait en fait, c'est juste pour... Mais ça change rien, c'est juste pour, on va dire, exactement, filtrer les profils. Ensuite, si on continue d'entrer dans les autres unités, dans l'armée de terre, il n'y a pas que l'infanterie, évidemment. Sinon, ça ne serait pas possible de fonctionner comme ça. Il y a ce qu'on appelle Shirion ou Totranim. Shirion, c'est ce qu'on appelle les tankistes. Totranim, c'est l'artillerie. Donc aussi, c'est des unités qui vont être accessibles. En général, au lieu de demander, par exemple, un profil 80, 82 comme les unités d'infanterie, ils vont demander un profil de 72. Donc, ils sont un peu plus light, un peu plus légers au niveau des conditions d'admission pour ces unités-là, ce qui permet à certaines personnes qui ne pouvaient pas être... Elles seraient moins physiques, ces unités? Elles seraient moins physiques, mais elles sont bien plus éprouvantes. J'ai énormément d'amis qui ont servi et qui servent encore en tant qu'officiers dans les unités de Totranim, dans une unité spéciale de Shirion. C'est pas que... on va pas dire que des unités sont plus dures que d'autres, mais généralement, les jeunes francophones, les jeunes Olim, ils préfèrent avoir, on va dire, quelque chose où c'est, quand on veut être combattant, où c'est du concret, plutôt que d'être derrière un tank. C'est surtout le sale boulot, on va dire, quelqu'un qui va faire le tank et l'artillerie. Maintenant, c'est le sale boulot, mais c'est le boulot qui est nécessaire, parce qu'en temps de guerre, si on n'a pas les tanks et on n'a pas l'artillerie derrière nous, c'est mal parti. C'est très mal parti. Donc voilà, ça c'est par rapport à ces deux unités-là. Il y a d'autres unités combattantes. Donc, par la suite, dans notre émission, on avait parlé des unités mixtes. Donc, c'est aussi des unités d'infanterie mixtes, mais qui sont possibles pour les garçons et pour les filles. Les filles, je rappelle qu'il faut qu'elles prolongent leur service. Donc, il y en a 4. Caracal, Arayot et Yarden, Bardelas et le Gdo de la Vie. Ces 4 unités-là vont être accessibles pour les filles et pour les garçons, parce que c'est le principe d'un bataillon mixte. Il y a d'autres unités qui vont être aussi intéressantes et que les gens ne connaissent pas ces unités-là. Picot d'Aoref, par exemple. Le nombre de demandes pour cette unité-là, il a énormément augmenté depuis 2 ans. Picot d'Aoref, si on traduit, c'est en vrai le front intérieur. Donc c'est vrai qu'on en voit tout le temps, à chaque fois, des... C'est pas combattant, c'est combattant. C'est combattant. Alors c'est vrai qu'on va toujours penser aux unités qui vont être aux frontières, à l'extérieur du pays, c'est-à-dire aux limites du pays. Et il y a les frontières qui vont être à l'intérieur du pays, des fois, dans les régions de Jérusalem, dans les régions de Shomron, de Yehuda et Shomron. Et au final, de toute façon, toutes les unités combattantes tournent à travers tout le pays. Le Picot d'Aoref, cette unité-là du front intérieur, elle en fait partie. Il y a une unité combattante à l'intérieur qui s'appelle Palchatz. Donc c'est l'unité mixte où les garçons-filles peuvent y avoir accès. Pareil, 72 de profil.
Et au final, c'est hyper intéressant parce qu'ils vont apprendre des techniques de survie et comment, par exemple, sauver des hommes quand ils sont sous des débris. Par exemple, à chaque fois, je rappelle cet événement-là, mais il y a à peu près un peu plus d'un an, il y a eu un bâtiment qui s'est écroulé, je crois, à Tel Aviv. Et au final, une grue qui a explosé ou quelque chose ou qui s'est écroulée. Pardon. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont appelé qui ? Ils ont appelé le Magen David Adom, évidemment, pour soigner le blessé, mais c'est qui l'unité en soi qui était sur place pour traiter ? C'était Palchat, qui ont fait un super boulot et dans des conditions pas forcément évidentes. Alors il y en a qui vont me dire ouais, mais c'est toujours un boulot un peu atroce qu'ils vont devoir faire. Mais après, comme je dis toujours, il faut de tout pour faire une armée et ça peut être au final un travail qui peut être vu extrêmement passionnant de pouvoir sauver des vies. Donc ça, c'est par rapport à ces unités mixtes. Il y a d'autres unités combattantes comme Handassa Kravit, donc c'est le génie militaire. Le génie militaire, c'est une unité qui s'est développée considérablement au fur et à mesure que les années ont passé. C'est vraiment une excellente unité. Je pense notamment à leurs unités spéciales. Il y a l'homme, qui est l'une des meilleures unités de l'armée. Et j'ai des amis et je connais beaucoup de personnes qui sont là-bas et qui vraiment... Des gens, en plus d'avoir des soldats exceptionnels, ils ont des gens exceptionnels à l'intérieur. C'est une unité qui spécialise dans le déminage, dans le sabotage. Sabotage, déminage, dans l'explosif artificier, si on dit en français le terme, je pense. Et au final, aussi, ils peuvent former les futurs artificiers. C'est-à-dire, il y a des unités à chaque fois dans ces unités-là, il y a des gens qui vont former le reste. Donc, on en reviendra par la suite, mais en général, c'est des filles qui vont former. Et il y a beaucoup de filles du programme Mahal et en général des Olot, Radashot qui vont vouloir avoir accès à ces unités-là. On va en reparler dans la troisième branche des Agafim. Donc voilà, en gros, c'est plus ou moins par rapport aux unités de l'armée de terre qui me viennent à l'esprit. Si maintenant on regarde dans l'unité de l'armée de l'air, les unités combattantes qu'il va y avoir, ça va être en général tout ce qui est Nodmem. Donc c'est ce qu'on appelle Agana Avirit. Il y a plusieurs unités, c'est tout le système de défense aérien. Les plus connus, c'est Kippat Barzel, ou Chet, ou le dernier, la fronde de David qui a été créée il n'y a pas longtemps. Au final, voilà, c'est assez technique, mais c'est un statut de combattant. Donc c'est important à savoir. Maintenant, voilà, les gens vont me dire, mais il n'y a pas que combattant. C'est mixte aussi. Ouais. Maintenant, il y en a, ils vont me dire, mais il n'y a pas que combattant, etc. Évidemment, il n'y a pas que combattant. Dans l'armée de l'air, la plupart des personnes, ils vont être affectées à ce qu'on appelle ils vont recevoir une convocation pour être Ternaï Khalavir. Ils vont recevoir, il y aura même pas écrit Khalavir, il y aura écrit Ternaï Khalavir. Ternaï Khalavir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire technicien dans l'armée de l'air. Ça peut être de tout et n'importe quel engin qui existe dans l'armée de l'air. Et il y en a énormément. Il y a les hélicoptères, il y a les avions de patrouille, les avions de chasse, les avions missiles, antimissiles. Aussi, il y a énormément de choses. Ça peut être sur juste l'arrière de l'aéronef, l'avant. Ça peut être énormément de choses sur certaines pièces, etc. Donc, c'est vraiment... Les drones aussi. Ici, les drones, c'est énormément. Après, évidemment, il y aura certains postes. Par exemple, les drones, c'est une unité qui va demander plus de compétences techniques et ils vont forcément avoir des conditions de mission qui vont être un peu plus élevées. Ça, c'est rentré dans les détails, mais les jeunes, ils peuvent nous contacter par la suite. Mais en gros, là, c'est généralement les unités qui vont être accessibles aux Olim ou que les Olim vont vouloir faire dans l'armée de l'air. S'il y en a d'autres qui nous contactent avec grand plaisir et on leur expliquera. Ensuite, si on descend dans la marine, et la marine, je vais être un peu plus strict par rapport à ça, il n'y a pas énormément de postes. C'est-à-dire la marine, ça va surtout se séparer en tout ce qui a les postes de garde frontière. Donc un peu comme pareil qu'on a les unités combattantes de Golani, Givati, etc. et d'infanterie qui vont garder aux frontières. Alors on a la même chose avec des unités de la marine. Par la suite, on a aussi d'autres unités techniques qui vont devoir être responsables des systèmes ERP, des systèmes de logistique dans l'armée ou des systèmes qui vont être, des systèmes technologiques informatisés qu'il y a dans le système, qu'il y a dans les différents bateaux qui vont être aux frontières. Et il y a les unités combattantes, évidemment, qui, eux, vont être sur le terrain, qui vont devoir traiter et effectuer les différentes gardes et les différentes patrouilles. Il y a la dernière branche qu'on avait dit dedans, c'est aussi la cyberarmée. Ça a été créé en 2014. C'est assez récent. Donc, ça veut dire que les tests, ils changent d'année en année, ils se développent. Mais en général, pour y accéder, il faut avoir des compétences évidemment déjà bien avancées. C'est pas quelqu'un qui vient qui dit voilà, je vais être ingénieur, alors je vais accéder à l'unité de cyberarmée. J'ai craqué 2 films. J'ai réussi à télécharger 2 films avec Emule en 2002, donc je pense que je peux y accéder. Non, c'est pas vraiment comme ça. C'est surtout il faut avoir des compétences, il faut les prouver lors de tests, lors d'entretiens et lors vraiment d'examens de motivation et d'autres différents tests qu'on terminera de toutes les manières par la suite.
Voilà, c'est vraiment plus ou moins ça. Ça, c'est tout ce qui est les Zowot, donc l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine et la cyberarmée. Les autres postes, la majorité des postes, surtout qui vont être à l'armée, ils vont être accessibles via les Agafim. Alors que sont les Agafim? L'Agafim, donc comme je disais tout à l'heure, c'était les branches. Les branches, donc il y a la plus connue, par exemple, c'est la branche des Agaf Modin. Alors, c'est très connu, le Haman, comment dire en français, enfin en hébreu en vrai, mais bon, il est connu, c'est les renseignements. La branche Agaf Modin, c'est la branche de renseignement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut y accéder? Comment on fait pour y accéder? Un Olé Hadash ne peut pas y accéder de toutes les manières s'il n'est pas en Israël depuis minimum 2 ans. Il y a des exceptions qui sont faites toujours. Si, par exemple, ils ont vécu dans le passé en Israël, si les parents ils sont israéliens, si, on va dire, un officier peut se porter garant que cette personne-là, au final, ne va pas représenter de danger et peut être acceptée dans cette unité-là, c'est ce qu'on appelle le profil de sécurité. Pour le Sivuk Bitroni. Exactement, le profil de sécurité. Les Agafim, le problème des Agafim, c'est que pour beaucoup de postes, ils vont demander ce qu'on appelle un profil de sécurité. Profil de sécurité, c'est quoi concrètement? Donc Sivuk Bitroni, c'est une enquête qui va être effectuée sur chaque jeune et il va y avoir plusieurs niveaux de profil qui va aller de 1 à 4 quand 1 c'est le plus élevé et 1 à 5 pardon, ou 4 ou 5 et en gros plus c'est bas et plus le niveau il est élevé, plus c'est en haut et plus le niveau est faible. Donc sans rentrer dans les détails, c'est une enquête qui va être effectuée au début par l'armée. Donc pour ceux qui sont dispensés de Mirvalon par exemple, c'est un formulaire à remplir sur internet assez long avec 285 questions à remplir. De quoi rendre fou, et mieux vaut prendre son temps et le faire avec des gens qui peuvent nous aider parce que c'est assez intense. Ensuite, ils renvoient ça à l'armée et par la suite, ils vont être convoqués chez un officier pour définir. Il va leur poser des questions énormément sur la vie personnelle de la personne et ça ne sert à rien de mentir. Pourquoi? Il y en a qui vont me dire ouais, mais on peut cacher la vérité, etc. Des détecteurs de mensonges? Parce que, exactement. Dans certains cas, par exemple, il y a certains soldats qui peuvent avoir des Olim, qui peuvent avoir accès, s'ils sont à un certain temps en Israël, à des unités comme le Shabak. C'est possible d'être Rayal au Shabak ou au Mossad. Shabak, les services secrets intérieurs. Les services secrets intérieurs, Mossad, services secrets extérieurs. C'est possible. Et dans ce cas-là, c'est très rare, ou même dans d'autres unités des renseignements, c'est rare que les Olim y arrivent, mais on ne sait jamais. Donc je préfère dans tous les cas mieux vaut prévenir que guérir. Pourquoi prendre le risque? Autant tout dire la vérité. Au final, le but de cet entretien-là, c'est pas de se dire si il a fait ça, alors on va pas le prendre. Non, s'il le convoque déjà dans l'unité, ça veut dire qu'il est intéressant, qu'il a un profil intéressant. Mais maintenant, il faut juste confirmer qu'il est prêt à faire des sacrifices. Par exemple, si quelqu'un il avait déjà fumé avant, il fumait de la drogue, est-ce qu'il est prêt à arrêter afin de accéder dans l'unité? Dans ce cas-là, il peut signer un contrat qui va dire qu'il arrête d'arrêter, qu'il va faire des vérifications tous les 6 mois. Et que, et en gros, et ça va lui permettre d'accéder à l'unité. C'est des choses qui vont se faire et l'armée est obligée d'avoir confiance. C'est une sorte de contrat de confiance, en fait, si vous voulez. C'est un peu le Darty. C'est un peu ça. Mais au final, vraiment, c'est extrêmement important. Et en général, on fait ce Sivuk Bitroni quand on est déjà dans l'unité. Surtout pour les Olim, ceux qui sortent de Mirvalon, ils peuvent arriver dans une unité et être en attente d'un poste. Quelqu'un il veut travailler dans un poste informatique, mais le problème c'est que ça touche à des données sensibles, donc il doit d'abord faire l'enquête de sécurité. Il va être en attente, mais au moins c'est bon signe. Ça veut dire qu'il attend juste de faire l'enquête et après c'est bon. Mais le fait de pouvoir maîtriser plusieurs langues, est-ce que c'est un avantage? C'est certainement un atout, évidemment. Évidemment que ça peut être un avantage. Après, il y a maîtriser plusieurs langues et il y a se débrouiller dans plusieurs langues, c'est 2 choses différentes. Mais quelqu'un qui a plusieurs langues à ses qualités, ça peut être vraiment quelque chose qui peut faire la différence, surtout dans certaines unités. Je parle comme les renseignements. Maintenant, le problème, c'est que le Sivuk Bitroni, il marche automatiquement sur certaines choses. Quelqu'un qui est en Israël depuis un certain temps, forcément, il va avoir un Sivuk Bitroni et un profil de sécurité qui va être assez élevé. Quelqu'un qui est en Israël depuis 1 an, alors, il ne va pas forcément avoir le profil de sécurité que l'armée qui souhaite pour ce poste. C'est pour ça que l'armée, dans certains cas, ils vont pas proposer les renseignements qu'il faut être minimum 2 à 3 ans en Israël à quelqu'un qui arrive en Israël il y a 1 an. Il y a un temps minimum pour faire Modin, ça veut dire 2 ans minimum d'être arrivé en Israël. L'idéalement, dans certaines unités, ils vont même demander que les parents y soient ici et ils peuvent même demander qu'ils soient interdits de voyage à l'étranger à part cas exceptionnels. Mais il faut signer plus que 18 mois. Là, de toutes les manières, là, c'est dans le cadre. C'est quelque chose que c'est important de rajouter, c'est une bonne question. Mais quelqu'un qui fait Mahal, le programme de 18 mois, n'a pas de profil de sécurité en fait, parce qu'ils se portent volontaires de l'étranger. Ils n'ont pas la nationalité israélienne, donc ils n'ont pas de profil de sécurité. Donc automatiquement,
C'est un peu triste à dire, mais 60% à 70% des postes à l'armée ne leur sont pas accessibles. Ce qui est légitime d'autre part. Ce qui est complètement légitime parce qu'au final, c'est très bien qu'ils se portent volontaires, mais ces gens-là, c'est rien. L'armée ne sait rien d'eux au final. Donc c'est vraiment par rapport à ça. Maintenant, si on rentre dans les détails par rapport aux postes, aux différents postes qu'il va y avoir, je vais parler très brièvement. Il y a par exemple Dovertzal dans l'Agafim, Agaf Miftaim dans les branches des opérations. Dovertzal, c'est le porte-parole de l'armée, qui peut être très intéressant, mais évidemment que ça demande un profil de sécurité assez élevé parce qu'on touche à tout, quasiment à tous les renseignements qu'il peut y avoir. Il y a donc la branche de renseignement, il y a la branche d'éthique chauve, donc c'est le TIC en français, technologie informatisée et communication. Il y a, donc ça c'est vraiment des informations, ils vont demander des profils de sécurité assez élevés. Après il y a des choses qui vont demander pas forcément des profils de sécurité, et ça les gens de Mahal peuvent le faire, et ça en général même les Olim peuvent le faire. C'est tout ce qui est donc la Adracha, tout ce qui est Chinour. Agafa Chinour, c'est la branche de l'éducation, donc tout ce qui est prof de tir, prof d'éducation, prof de Tanar, des fois à l'armée, il y a même ça, prof de n'importe quoi d'histoire, d'artillerie, de tous les types d'armes qu'il peut y avoir, d'explosifs, comme on disait tout à l'heure dans le génie militaire. Alors, c'est des postes que ça ne va pas demander de profil de sécurité. Ça va demander par contre énormément de travail et un bon niveau d'hébreu. Et ensuite, il y a certains autres postes qui peuvent être accessibles dans les Agafim, et ça ne demande pas de profil de sécurité, c'est tout ce qui est dans le Agaf Technologia et Logistica, donc la branche logistique et technologique. Il y a tout ce qui est comment on appelle ça, les refoua, tout ce qui est en rapport avec la refoua, la médecine. Alors, ce n'est pas vraiment tout. C'est-à-dire que, par exemple, c'est surtout ce qui est rovesh, donc infirmier. Il y a infirmier combattant, infirmier non combattant, mais quelqu'un qui fait mahal peut y accéder. Donc, évidemment, quelqu'un qui est au lechadash peut y accéder aussi. Par contre, c'est des formations qui sont assez compliquées. Il faut avoir vraiment un bon niveau d'hébreu et même si pendant la formation, il y a beaucoup de personnes qui viennent aider les Olim, il faut être constant, il faut être sérieux pendant la formation parce que c'est assez intense et assez compliqué. Et il y a aussi le poste que beaucoup de jeunes aiment bien faire, c'est tout ce qui est le poste de nahag, de conducteur. Alors, il y a énormément de types de postes de conducteurs dans les unités combattantes, non combattantes, etc. Ça, c'est rentré dans les détails. Mais au final, c'est important de savoir que c'est quelque chose que les jeunes peuvent faire en tant que mahal dans 18 mois ou même s'ils sont au Lim Khadashim. Le seul problème, c'est que c'est des démarches qui, en général, qui se font avant de rentrer à l'armée. Ils doivent faire des formations avant d'entrer à l'armée, compléter pendant l'armée le permis. Mais au final, ils vont être nag pendant tout leur service. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est une bonne chose ou pas, ça va dépendre des conditions de chacun. Les nagim, les conducteurs à l'armée, ils ont en général des conditions de service qui fait qu'ils restent une semaine à l'armée, une semaine à la maison. Voilà, c'est un petit détail en plus. Ça dépend des profils, de la motivation, de l'endroit où ils sont affectés. Et normalement, les postes, c'est pas évident de sortir une liste des postes parce que l'endroit de l'affectation, c'est surtout ça qui va faire les conditions par la suite du service de chaque jeune. Alors, Raphaël Madar, il y a une unité dont on n'a pas parlé, c'est l'unité de Magav. Elle se situe où ? On parle de la police des frontières. Alors, Magav, c'est un peu spécial. En théorie, elle n'est pas dans le système militaire. Maintenant, si on doit le mettre dans l'organigramme, on le mettrait dans les unités de l'armée de terre. Maintenant, Magav, en soi, c'est une unité de la police. C'est-à-dire c'est quelque chose de la police qui, dans les années 70, si je ne me trompe pas, ça a été possible de rentrer. Comme ils n'avaient pas assez de personnes qui étaient dans cette unité-là, alors ils ont tenté un essai de base pour les jeunes qui voulaient, pour ceux qui devaient effectuer un service militaire, ils pouvaient s'engager dans Magav. Donc ça a été fait sous plusieurs années au début, pas ponctuellement, et ça a plus ou moins marché. De nombreux jeunes s'engageaient là-bas. Et alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, par contre, c'est la folie. Si on compare à l'entrée à l'armée du mois d'août, le nombre de filles, par exemple, à Magav, c'est une unité mixte. Ça veut dire que c'est une unité où les filles et les garçons peuvent servir. Et c'est vrai que le nombre de filles qui ont été acceptées à Magav en mois d'août, c'est à peu près 300 filles. Wow. C'est du jamais vu. C'est tout simplement du jamais vu. C'est énorme. Maintenant, c'est pas une unité facile. Les tironautes, les formations là-bas, c'est assez compliqué. Encore une fois, on voit beaucoup de jeunes des fois qui commencent et qui terminent pas. Et c'est dommage parce que les gens sont en manque d'informations, parce qu'ils pensent toujours qu'on peut, mais c'est toujours bien d'essayer de faire des entraînements avant l'armée quand on va être dans une unité combattante via diverses associations. Mais pour le coup, c'est vraiment là, on le situerait dans l'armée de terre, mais après, c'est relié surtout à la police. Ça veut dire que les soldats vont avoir une teudat shoter, donc de policier en soi,
et ils feront plus partie intégrante de la police plutôt que de l'armée. Plutôt que de l'armée. Et c'est quelque chose qu'on peut faire dans le cadre du programme Mahal? Alors, le problème de Magaf, c'est que ça demande, c'est comme si on disait à quelqu'un qui habite en France, un Africain qui habite en France depuis 3-4 ans, de s'engager dans la police française. Il n'a pas la nationalité, il n'a pas de profil de sécurité, on sait juste qu'il habite ici depuis 4 ans, qu'il est résident ici. Oui, tu travailles dans la police. Pourquoi on l'accepte dans la police? Non, c'est pas possible, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Il y a toujours des exceptions. En général, quelqu'un qui a du piston à gauche, à droite, par différentes unités, il y a eu encore un cas récemment. C'est vrai qu'on peut toujours essayer de passer outre ce profil de sécurité s'il y a quelqu'un, un officier haut placé qui peut se porter garant du jeune en soi. Et donc, du coup, le profil de sécurité, automatiquement, il est supprimé, ce problème-là du profil de sécurité. Après, il y a des limites. Jusqu'à combien les gens ils peuvent être au gradé et ils peuvent aider, évidemment. Donc, on va dire que ça va dépendre de chaque cas. Mais généralement, on préfère dire que non, parce que 97% des personnes, ou 99% des personnes se font recaler. Il y a toujours une personne par an, on ne sait pas comment, qui arrive à rentrer dans Magave avec le programme Mahal. Raphaël, Madar, merci beaucoup pour tous ces éclairages. En fait, le terrain et l'organigramme a bien été débroussaillé. J'espère que pour celles et ceux, en tout cas, qui se posaient tellement de questions sur les unités à faire dans l'armée, voilà, Raphaël est quasiment incollable sur le sujet, franchement. Rien à redire, quasiment. Enfin, évidemment, vous pouvez toujours avoir plus de renseignements et tout est sur le site de Tsahal Connexion, si je ne me trompe pas, Raphaël. Ils peuvent, non, pas tout est sur le site, mais en général, c'est des informations qu'on dévoile pendant surtout des entretiens individuels. Mais on va officialiser notre prochain site dans à peu près un mois et dessus il y aura au moins la liste des postes que les gens pourront avoir accès en fonction de leur profil et en fonction de leurs résultats au Tsafrichen. Merci beaucoup, en tout cas merci beaucoup pour toute cette aide, ce soutien et ces éclairages. Raphaël Madar, on se retrouve très vite pour une dernière émission et à très bientôt. Merci de nous avoir suivis sur studiokalita.com. Bye bye. גולני שלי, גולני שלי